Salut, ça va vous? Alors ce mois-ci on va parler d'un trentenaire qui vit sa meilleure relation d'amour avec une gamine de 15 ans, et ça dérange Moi, tu me personne. parles pas d'âge. On va parler d'une grande surface là qui met à la rue les commerçants. On va parler du quatrième tome de la saga Blackwater, on s'ennuie. On va parler de steampunk français et de science-fiction chinoise. Alors on a lu quoi? En mars. Donc on a lu La vérité sur l'affaire Hébert, c'est le deuxième roman de son auteur, Joël Dicker, qui a été publié en 2012 par la maison d'édition de Fallois, L'Âge de l'Homme. C'est une petite maison d'édition qui a fermé en 2021, suite au départ de Joël Dicker et au décès de son créateur Bernard de Fallois. Joël Dicker, il est assez jeune quand il écrit La vérité sur l'affaire Hébert, il a que 27 ans. Bon, c'est pas gage de qualité. La vérité sur l'affaire Hébert, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un auteur qui a connu un succès critique et commercial fantastique pour son premier roman, sauf qu'il galère de ouf à écrire le second. Il a le syndrome de la page blanche. Tiens, on parlerait pas de Joël Dicker par hasard, clin d'œil, c'est pas très subtil, ça va revenir tout au long du roman. Et du coup, pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur, il va aller chez son ancien mentor, un prof de la fac, qu'il a eu quand il était étudiant, qui n'est d'autre que lui-même, mais plus vieux. Sauf que celui-ci, il va être condamné pour le meurtre d'une jeune fille dont on a retrouvé le cadavre dans son jardin. C'était son amour passé, qui date d'il y a 30 ans, quand lui en avait justement 30 et elle 15. Alors qu'est-ce qu'on en pense de La vérité sur l'affaire Hébert? Eh ben, vous allez trouver ça marrant, hein, mais j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Vu les notes très positives, les critiques dithyrambiques, les grands prix. Il a eu le grand prix du roman de l'Académie française. Je m'attendais vraiment à quelque chose de grand. Et bah j'ai rarement été autant exaspéré en lisant un roman quoi. J'ai pas envie de froisser les fans en disant que c'est nul, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça naze. Le style déjà, c'est pas plat, c'est vraiment creux, c'est vide, c'est terrible. L'auteur il fait qu'enfoncer des portes ouvertes en disant des phrases banales qui fait passer pour original et même génial. Le récit il mène à rien, je trouve qu'il y a aucune logique dans l'enquête autre que celle de tenir en haleine le suspense, et que la fin est particulièrement déceptive. Les personnages secondaires, ils sont tous débiles, ils sont moins stupides que les deux personnages principaux. Alors eux, les deux personnages principaux là, le narrateur et son mentor avec Hébert, c'est vraiment les pires. Ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont vaniteux, ils sont prétentieux. Et le pire, c'est vraiment le dernier là, Rick Hébert, parce qu'il est pédophile en fait. Enfin, il a une relation avec une jeune fille qui a 15 ans, alors que lui on a genre 35. Et ça pose de problème à personne dans le roman, j'ai l'impression. Vraiment, ils sont pas choqués, ils sont tranquilles. Et le pire du pire, on accumule, c'est que les deux là, le narrateur et Rick Hébert, ils passent pour des grands auteurs. Enfin, vraiment, ils passent pour les nouveaux Steinbeck et Hemingway, quoi. Et on a Joël Dicker, il nous met des extraits de leurs grands romans américains, tu vois. Qu'est-ce que c'est mauvais? On a l'impression que c'est ma rédaction de collège. C'est ouf. En vrai, si t'as aimé le bouquin, je suis désolé. Et je t'invite à mettre un commentaire et un contredire. Voilà. Après avoir lu un livre qui m'a mis en colère comme ça, tu te doutais bien que je voulais lire quelque chose qui allait plus me plaire. Dit, j'allais lire un gars qui désigne le capitalisme. Ça allait me faire du bien. J'ai donc lu Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Du coup, on est encore dans un fantastique fresque des Rougon Macquart, qui s'étale sur plus de 20 tomes et 23 ans d'édition, et un arbre généalogique fictif infini. Au bonheur des dames, c'est publié en 1883, et c'est la suite directe de Peau Bouille, qui reprend le personnage principal, et dont j'ai pas lu, bien sûr. Donc, pour ce roman, on reprend Octave Mouret, qui est le personnage principal de Peau Bouille, et qui est le patron d'un grand magasin qui s'appelle Au bonheur des dames, qui est un mélange de La Foire Fouille et des Galeries Lafayette. Dans ce magasin, on vend des tissus, des fringues et plein d'autres choses. C'est un principe nouveau et révolutionnaire du commerce du 19e siècle. On y croise le destin de plusieurs personnages, dont Denise. Denise qui est une orpheline qui arrive à Paris avec ses frères et qui va être engagée au bonheur des dames et qui va vraiment s'y révéler. Alors qu'est-ce qu'on en pense du bonheur des dames? Eh ben, surpris mais pas déçu. C'est que mon second Zola, après le superbe Germinal, et je savais pas trop encore à quelle sauce le manger. Surpris parce qu'honnêtement je m'attendais à plus de misérabilisme. Alors bien sûr il y en a, avec le personnage de Denise au début, parce qu'elle est sans le sou, voilà, elle a perdu ses parents. Et puis tout au long du roman, en fait, avec les petits commerçants qui sont obligés de mettre la clé sous la porte à cause du bonheur des dames. Mais on a quand même un émerveillement assez fort face à ce principe de grand magasin, teinté aussi de méfiance parce que celui-ci écrase et détruit, mais aussi révèle et fait grandir à l'image des deux personnages d'Octave et de Denise. C'est très beau, très poétique et le style est vraiment impeccable. Voilà. On a lu le 4e tome de la saga Blackwater. En septembre, j'avais chroniqué le 2e tome, et vu que le littératé du futur, là, celui qui fait le montage, il aime pas du tout voir les vieilles vidéos, ça le tente, crisp et cringe, on va lui remettre.
Merci. Blackwater, c'est une série qui a été écrite par Michael McDowell et publiée aux États-Unis en 1983. En France, il faut attendre 2022. C'est la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture qui s'en occupe. Et il est considéré par Stephen King comme le meilleur auteur de livres de poche des États-Unis. En substance, je m'étais ennuyé lors du premier tome. Je m'étais un peu moins ennuyé lors du deuxième, qui restait quand même un peu poussif. Je m'étais amusé lors du troisième, qui faisait des choix narratifs audacieux. Mais alors ça parle de quoi, le quatrième tome de Blackwater? Alors j'ai toujours pas envie de vous spoiler l'intrigue. C'est toujours la dynastie des Casquets, qui est propriétaire d'une scierie à Perdido, en Alabama. Dans ce tome-là, on parle de la Seconde Guerre mondiale et de son impact sur les humbles citoyens américains. Mobilisation, économie, peur du nazisme. Donc on navigue encore dans les relations complexes et mouvementées de la famille Casquet avec un soupçon de fantastique. Bah alors qu'est-ce qu'on en pense de ce quatrième tome de Blackwater? Eh ben je suis désolé mais l'ennui est de retour quoi. Et j'aurais dû peut-être m'y attendre avec les choix audacieux du troisième tome. Il faut réengager une trame narrative, donc c'est plus calme. Mais dans ce tome vraiment on reprend le cours tranquille des choses, pas tranquille je veux dire. Hein, contrairement à ce que je croyais, la guerre c'est pas ce qui arrive directement aux personnages principaux, mais le contexte général dans lequel on développe des sous-intrigues, contexte qui n'aura pas d'incidence sur l'intrigue principale. Déçu, et le fantastique est encore trop discret, voilà. On a lu Les Noctivores, qui est un roman publié par la fantastique maison d'édition La Volte en 2005. Donc c'est écrit par Stéphane Beauverger. Stéphane Beauverger il a aussi écrit Le Néchronologue, dont je vous ai fait une vidéo le mois dernier, un peu intimiste, sur ce roman génial, que je vous remets là-haut. Du coup, c'est le second tome d'une trilogie qui a débuté avec Chromozone, une trilogie de science-fiction post-apocalyptique française. J'avais lu Chromozone l'année passée, et c'était un mauvais move parce que je me souvenais plus de rien. Alors de quoi ça parle? Dans le premier tome, Chromozone, l'humanité était mise face à un virus informatique qui faisait cesser toute technologie de fonctionner. L'humanité est tombée dans le chaos, et de ce chaos sont nées des micro-sociétés qui se battent, commercent, qui s'entraident selon les besoins. Le tout était un peu brouillon, on s'y perdait assez facilement, mais en vrai l'ambiance post-apocalyptique française était très bien gérée et très imaginative. Les Noctivores, ça se déroule 8 ans après les événements de Chromozone. Il est question d'un enfant qui a des pouvoirs divins et qui du coup fait figure d'idole dans sa micro-communauté. Cet enfant, il va se révéler être le protagoniste de ce roman. C'est un personnage principal assez difficile à apprécier. Le roman, il est dans la même veine que son prédécesseur, c'est-à-dire qu'on se perd entre un mix de confusion verbo-technologique assez lourd et une poésie vraiment bienvenue. Il est assez difficile à prendre en main honnêtement, on sent qu'on tient quelque chose qui pourrait être incroyable, mais qui manque le coche par volonté de trop en faire. Voilà. Pour finir, on a lu le tome final de la trilogie du Problème à notre corps, donc qui débute avec le Problème à notre corps. Ensuite on a La Forêt sombre, juste là, et puis du coup La Mort immortelle. C'est une trilogie qui est publiée par Actes Sud France, Actes Sud qui a fait un très joli travail d'illustration. Les couvertures elles sont quand même vraiment charmées, et surtout un admirable travail de traduction grâce à Gwenaël Gaffric. Voilà. Le Problème à trois corps, le premier tome de cette trilogie, est un véritable classique de la science-fiction, avec lequel Liu Cixin, l'auteur, a remporté le prix Hugo 2015, et il est considéré, l'auteur, comme le plus grand auteur de science-fiction chinoise. J'ai lu le premier tome, le Problème à trois corps, à l'été 2021 et La Forêt sombre à l'été 2022. La Mort immortelle, de quoi ça parle? Je vais plutôt vous parler du Problème à trois corps, encore une fois pour pas vous dévoiler trop l'intrigue. Dans le Problème à trois corps, l'humanité était mise face à une simulation d'un jeu qui s'appelle le jeu des trois corps. Et du coup, dans ce jeu-là, les humains ils font la rencontre avec une civilisation extraterrestre, Trisolaris, qui est à des années-lumière d'avance technologique, qui met en péril le destin de la planète Terre, et du coup de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Ici je vais parler de la trilogie comme un tout, parce que c'est vraiment un univers cohérent et unique. On va pas se le cacher, c'est une trilogie qui est exigeante et complexe. C'est de la bonne hard SF là, avec des concepts théoriques un peu incompréhensibles. La physique quantique, la théorie des cordes, le fond diffus cosmique, bref, que des trucs auxquels je comprends potentiellement rien, mais qui sont vraiment bien expliqués. Tout ça apporte une réelle richesse au récit. Alors j'en sais rien parce que je suis pas du tout scientifique, mais on a vraiment l'impression que toutes ces théories, toutes les explications partent d'une base scientifique concrète et ça ajoute vraiment une crédibilité nécessaire au récit, quoi. On explore la galaxie et on réalise plein de choses théoriquement impossibles par la force de la science. Les personnages, ils sont un peu laissés sur le bord de la route spatiale, mais en vrai on n'est pas là pour ça, quoi. Donc c'est pas grave. Il y a plein de rebondissements, c'est très bien ficelé, c'est très riche, les choix de l'auteur sont courageux et vraiment plaisants, et c'est vraiment ma recommandation du mois. Non je déconne, c'est la vérité sur la Ferrari Kéber. Voilà. Merci de votre chaleureuse écoute, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner
abonner si le cœur vous en dit, et à même, si vous êtes audacieux, me suivre sur mon compte Instagram que je mets là-haut. Le mois prochain, on parle de mon premier coup de cœur 2023, qui est un roman post-apocalyptique que je connaissais pas du tout auparavant. On va parler aussi d'un classique anglais, on va parler d'exploration congolaise, on va parler de Vicieux. Je viens de commencer, du coup je sais pas. Du coup, on se voit le mois prochain.